respiratoire, non, n'a pas été maintenu parce que faut le combattre. Voilà. Continuer en tant qu'étudiant, comme on a plus d'étudiants qui venaient des facs de sciences que du reste. Du coup, voilà. Et donc, comme j'avais une perspective d'avoir un peu plus de temps libre ces derniers temps, j'ai recontacté Mathieu pour voir si on pouvait faire des choses ensemble. Et initialement, c'était plutôt le sport qui m'intéressait, l'épreuve d'effort. Puis bon, en parlant comme ça, il m'a demandé déjà de faire un petit point sur les spirométries. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent. Donc, si non, là, il n'y a personne qui connaît. D'accord. Donc, il m'a fait passer une série de spirométries qui ont été réalisées chez vous, que j'ai regardées et sur lesquelles j'avais des questions concernant le matériel. Mais déjà, on va aborder les choses ici. Juste à l'époque, on avait demandé, alors je crois que c'était Monique Vallier qui nous avait, parce qu'on voulait quand même valider le fait qu'on fasse des spiros sur place, il y avait l'exploration fonctionnelle respiratoire, qui nous avait donné une méthodologie. Bien sûr. Il y a un certain temps, et après on a évolué sur notre matériel et on a peut-être des dérives de toute façon qui se mettent en place toute seule quand on fait. Bon, ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Qu'est-ce que, en tant que médecin non spécialisé en pneumologie, on peut déceler avec une spirométrie? A priori, avec une spirométrie simple, peut-être pas tout ça, mais on peut peut-être avoir des petites idées, en particulier, non seulement sur les syndromes obstructifs qui va être son cœur de compétence à la pédiatrie, mais on verra également qu'on peut suspecter des syndromes restrictifs. Et c'est là toute la difficulté de savoir est-ce qu'on est peut-être sur un syndrome restrictif ou sur une spirométrie sous-maximale, et de savoir comment on fait la part des choses. Bien évidemment, le cœur de la problématique d'une obstruction, par exemple, si elle est en lien avec une hyperréactivité bronchique, c'est de mettre en évidence sa variabilité. Donc, cette variabilité, elle va pouvoir être observée dans le temps. La personne vient plusieurs fois, et un coup, on la trouve normale, un coup, on la trouve plus ou moins obstructive, ça varie dans le temps. Donc, ce critère de variabilité, il suffit à porter le diagnostic d'hyperréactivité bronchique, toute chose étant contrôlée concernant les critères de qualité, bien évidemment. Sur la variabilité, si on les suit une fois par an, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut essayer de les voir non, parce qu'on va tomber dans la fenêtre. Donc, cette variabilité, on va essayer de la cibler sur les symptômes. Est-ce que quand il a des symptômes plus évidents, la spirométrie est venue en accord avec ça, ou si on sait qu'on a un caractère environnemental, exposition au pollen, aux saisonnières, est-ce que pendant ces saisons-là, ou exposition pro, est-ce que pendant ces périodes-là, il est variable. Donc ça va être des arguments importants. Donc, effectivement, ponctuellement, une fois par an, on peut tomber à chaque fois à côté. La variabilité, on peut l'avoir sur une composante pharmacologique, c'est le test de bronchodilatation ou métabolique, où on peut faire une variabilité en provoquant la constriction, c'est le test de provocation par la métabolie, mais là, on va réserver qu'à certains cas. Bon, vous savez qu'il y a des grades de sévérité de la maladie, avec la fameuse classification de Gaulle spirométrie, qui va ne s'intéresser que au VEMS, en partant du postulat que le rapport VEMS-UCD est ABC, déjà au départ. Ensuite, on regarde le VEMS. Et puis, il y a d'autres grades de BPCO en fonction des symptômes, de la dyspnée, des exacerbations. Et donc, on a une double classification maintenant, le 1, 2, 3, 4 spirométrique et le ABCD symptomatique. Et on essaie de combiner tout ça et ils ont essayé de faire des recommandations. Après, ce n'est pas mon terme d'intérêt.
Alors, ce serait simple si c'était comme ça, parce qu'il suffirait de donner au logiciel les consignes et on aurait une autre interprétation systématique et ça suffirait bien. Et déjà, il faut comprendre comment se fait cette mesure des volumes mobilisables. Alors, on est loin de l'époque où on faisait respirer le patient dans une cloche aérique immergée dans l'eau, dont le déplacement était proportionnel au volume d'air mobilisé. Aujourd'hui, on va utiliser, donc le cœur de la mesure, c'est le pneumotachographe, qui est en fait un capteur de pression différentielle. Ce capteur de pression différentielle va permettre donc de mesurer une différence de pression de part et d'autre d'une résistance. Donc, il existe plusieurs types de résistance. À l'époque, on avait ce qu'on appelait les pneumotachographes de flèche qui étaient des petits tubes capillaires. Maintenant, ce sont des grilles ou grilles de vie. Je dis maintenant, mais c'est devenu déjà du passé, parce que sont arrivés aujourd'hui sur le marché des ultrasons, des pneumotachs à ultrasons qui sont un mécanisme complètement différent. Mais je vais me concentrer là-dessus, puisque c'est quand même l'essentiel du matériel utilisé pour les gros spiromètres. Vous allez utiliser des spiromètres, je crois, à turbo. Alors, on va voir que c'est tout à fait différent. Donc, déjà, le principe de la mesure du pneumotachographe à résistance, à grille, pneumotachographe de Billy, l'objectif de ça, c'est de faire passer l'air dans de multiples perforations. Donc, on va avoir de multiples conduits d'air qui vont rendre le fluide turbulent à laminaire. Ça, c'est la condition sine qua non d'être laminaire pour pouvoir appliquer la formule selon laquelle un débit est une variation de volume sur une variation de temps, sur une durée, donc c'est égal à une variation de pression sur une résistance. Donc, on a bien compris que nous, on va mesurer la chute de pression de l'autre côté de la résistance, quand le patient respire. La résistance, elle est constante, c'est mon matériel. Je vais devoir apprendre, entre guillemets, à mon logiciel, chaque jour, voire plusieurs fois par jour, si les conditions météo sont très variables, comme souvent à Marseille, que, en fonction des conditions ambiantes, en fonction du taux hygrométrique, en fonction de la pression atmosphérique, cette variation de pression mesurée va correspondre à un certain volume d'air. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle les super seringues. Les seringues sont calibrées à 3 litres. Ces seringues coûtent plus de 1 000 €, donc c'est vraiment sophistiqué. Un métal qui se dilate quelque part, une membrane extrêmement précise, et on va passer ce volume d'air à travers ce capteur de pression. Et donc, la chute de débit, la chute de pression, pardon, qui va être observée après donc, la grille va être directement proportionnelle au débit, puisqu'on assume qu'on est en flux laminaire. Et donc, si les conditions ambiantes changent, comme nous, notre seringue fait toujours 3 litres, on intègre dans le logiciel que c'est 3 litres, il va faire ses corrections automatiques pour figer la chute. Donc ça, c'est vrai si le flux est turbulent. Et donc, en fait, le message ici, c'est que la mesure directe, c'est une mesure de pression. Par là, on va avoir, par le développement de cette équation simple, on va connaître le débit. Et c'est l'intégration du débit, l'intégration mathématique du débit, en fonction du temps, ici, qui va nous donner le volume. Et ça, c'est fait en temps réel, et c'est comme ça qu'on observe notre courbe de volume sur l'écran. Donc, on voit qu'on a déjà des petites étapes intermédiaires. Et donc, les conditions de la mesure et du matériel sont très importantes. Alors là, on est sur du matériel réutilisable, donc d'une fois sur l'autre. On peut avoir des trous qui sont bouchés, on peut avoir des petites déformations de la grille, etc. Donc, elle n'aura pas tout le temps sa même résistance. Donc, même si on utilise tout le temps la même grille, il faut à chaque fois la recalibrer. Puis, on ne maîtrise pas le taux hygrométrique de façon formelle. On va rentrer les paramètres de température. Nous avons, normalement, quand on fait nos calibrations, on les fait à travers le dispositif de filtre. Donc, on est dans la condition du patient. Et puis, le logiciel sait que quand on est en mode calibration, l'air
il est en ATPS, ambient température système, alors que le patient, lui, va être en système BTPS, c'est-à-dire on va tenir compte de la dilatation des gaz à 37 degrés. En gros, plus il y a de différence entre la température ambiante et la température corporelle, plus il y aura un facteur de correction additionnel qui va devoir être appliqué par l'appareillage selon qu'on mesure le flux expiré, qui est donc à 37 degrés, ou le flux inspiré, qui lui est à température ambiante. Donc ça, les machines sont programmées pour savoir ça, rendre les paramètres de température ambiante. Maintenant, les machines, elles mesurent ça toutes les heures, donc c'est ajusté en temps réel et on va dire ça se passe bien. Quand on va utiliser des spiromètres à turbine, là, on est sur un tout autre système. On a des dispositifs qui sont étalonnés d'usine et qui sont jetables. Hein, je pense que c'est ce que vous avez. Ils sont étalonnés d'usine. On va avoir une petite hélice qui va tourner proportionnellement au flux du patient et qui va donc être capté par un capteur infrarouge qui va compter le nombre de tours et en déduire le débit. On comprend bien que la même petite turbine qui a été étalonnée en laboratoire à 20 degrés il y a un an, qui a été maintenue dans des cartons et qui a un coup monté à 40, un coup, etc., peut avoir déjà, ne serait-ce que du fait de la structure, si vous avez fine, ça peut avoir un petit peu bougé. Et puis surtout, la linéarité entre les rotations et la réalité du patient ne sera peut-être plus obtenue pour les grands écarts de température. Donc, quand on est dehors, imaginons, on fait un suivi spirométrique avec des sportifs qui font du ski ou qui font de la marche nordique, parce que voilà, on a des petits spiromètres à turbine qui sont exposés à 0 degré, imaginons, ou moins. Là, on ne va pas être dans les conditions d'utilisation de la parole. De la même façon, quand cet été, on a des températures, même des fois à l'intérieur de nos locaux, qui sont aux alentours de 35 degrés, hein, c'est ce qu'on a lu à l'hôpital Nord, ces spiromètres à turbine qui ne sont pas dans les bonnes conditions. Et on a eu des chiffres étonnants qui ont amené dans les services, par exemple, si on dotait de ce petit appareil pour le débrouillage, à contrôler sur certains patients ce qui se passe, effectivement, sur les volumes extrêmes, comme les grands volumes pulmonaires non emphysématiques, ou les petits volumes, des greffés en rejet ou des fibroses. Température extrême, volume extrême, alors là, ça nous disait la même chose. On avait des écarts qui étaient quand même assez importants. Pour ça, la marge de température acceptable, c'est pour regarder sur la notice. Il faut regarder sur la notice, mais on va dire que c'est voilà, entre 15 et 25 degrés en fait. Alors, si vous avez des résultats qui vous étonnent, parfois, ça peut être lié à ça. Alors, ici, c'est un juste rappel, je ne sais pas si c'est nécessaire de le faire, pour expliquer qu'on va s'intéresser au volume mobilisable quand on va faire une spirométrie. Donc, le temps que le patient s'habitue, il va mobiliser son volume courant. Et puis après, on va lui demander de faire une manœuvre de capacité vitale, c'est-à-dire on va vouloir mesurer les points maximaux entre le minimum d'air qui reste dans les poumons, expiration maximale, et le maximum d'air qu'il y a dans les poumons après une inspiration maximale. Entre les deux, nous donne donc ce qu'on appelle la capacité vitale. Donc, cette manœuvre, ici, typiquement, on peut la faire de plusieurs façons. On peut la faire calmement, c'est ce qu'on va appeler une spirométrie lente. Ou on peut la faire en puissance, de façon forcée, et on appellera ça une spirométrie forcée. Dans les deux cas, c'est une spirométrie. Dans les deux cas, le logiciel, sur la balise qu'on est en train de faire, lui, va nous dessiner des courbes. Et éventuellement, il va vous rendre des boucles. Et éventuellement, il va vous rendre des chiffres qu'il va positionner en face de certains paramètres. Mais on n'est pas forcément dans les mêmes conditions de mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un patient, alors c'est peut-être pas les gens que vous voyez, vous,
Mais un patient qui est asthmatique, BPCO, qui a une obstruction significative. Si on lui demande de faire les choses lentement, il va avoir peu de frottement, il y aura peu de résistance à l'écoulement du flux, et donc les volumes mobilisés vont être plus importants que si on lui demande de les faire en puissance. Et genre, l'exemple que j'aime bien donner aux étudiants, c'est si je tiens compte des frottements, avec ma main sur la table, si je veux aller de là à là, si je fais doucement, ça se passe bien. Si je fais comme une brûle, ça s'arrête avant, parce qu'il y a eu majoration des résistances. Et du coup, ça va impacter le volume mobilisé. Ce volume mobilisé, on va voir qu'il peut porter plusieurs noms. Ici, on situe nos volumes mobilisables par rapport aux volumes totaux des poumons. Les localisations ne sont pas justes. Ne croyez pas que le volume résiduel est en bas des poumons et que les volumes autres sont au-dessus. Le volume résiduel, j'aime bien rectifier cette notion, le volume résiduel, c'est le volume qui reste dans l'appareil respiratoire depuis la bouche jusqu'au alvéoles. Après, une expiration maximale. Vous avez le volume résiduel dans la bouche, dans le clavum, dans la trachée, dans les volumes résiduels. C'est l'ensemble de l'appareil respiratoire. Et bon, c'est pratique de le représenter comme ça parce qu'on peut superposer ça à cette unité. Donc, ce volume résiduel, c'est un air qu'on ne va jamais expirer par définition et il ne sera pas exploré lors de la spirométrie. Pour l'explorer, il faudra faire appel à d'autres techniques. Mais ce qu'on comprend quand même, c'est que quand celui-ci est amené à augmenter, ça va, il est actif, ça va ça va diminuer la capacité vitale. Si le volume résiduel augmente, là, on aura tendance à décaler nos courbes vers le haut, et si ce n'est pas possible, parce que le thorax ne peut pas exister dans l'infini, ça va amputer la capacité vitale. Après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la distension, ce n'est pas le propos ici. Comme ordre de grandeur, il est bien de savoir que chez un adulte d'environ 70 kg, 1m75 par exemple, on a un volume courant qui est aux alentours de 500 millilitres. Au repos, au calme, pas stressé, bien évidemment, ce volume courant, il augmente lors des sollicitations, quelles qu'elles soient. Il augmente bien sûr à l'effort. Et cette augmentation du volume courant va venir puiser dans la capacité vitale. On comprend bien qu'il va venir chercher sur les deux parties, un peu plus en inspiration qu'en expiration, surtout si la fréquence augmente. Ça aussi, c'est un autre sujet. Donc, on a une capacité vitale, vous voyez, qui va être égale à la somme des volumes indiqués ici. Donc, on va aller 3, 4 litres en moyenne, 4, 5 litres de capacité vitale. C'est beaucoup quand même. Pour mémoire, pour ceux qui ont du mal à mémoriser les termes, une capacité, on va donner le nom de capacité à la définition des volumes pulmonaires lorsqu'on est sur une somme de plusieurs volumes. Et on appelle volume une entité qui n'est plus utilisée dans les définitions. Donc, vous voyez, volume courant, volume de réserve inspiratoire, c'est ce qu'on peut inspirer au-dessus du volume courant. Et volume de réserve expiratoire, c'est ce qu'on peut vider en dessous du volume courant expiré. Et la capacité vitale, c'est la somme de tous ces petits volumes mobilisables. Alors, bien évidemment, lorsqu'on va parler de ventilation minute, on fait appel à un débit. Alors, ce n'est pas vraiment un débit au sens dynamique des fluides, puisque c'est tout simplement le volume courant multiplié par la fréquence respiratoire en général, et on le mesure à l'expiration. Alors, bien évidemment, quand on veut augmenter notre ventilation minute, si on veut ventiler plus les alvéoles que l'espace mort, il vaut mieux augmenter le volume, puisque l'espace mort, la majeure partie, elle est fixée par notre anatomie.
Donc, si on augmente notre volume courant, on va surtout dévisser nos alvéoles et notre anatomie elle est relativement fixée au niveau bronchique, trachée, nez, bouche, etc. Par contre, si on augmente notre ventilation minute en favorisant la fréquence respiratoire, on va répartir tout autant sur les espacements anatomiques que sur les alvéoles. Donc, il y a toute une part du travail qui va être perdue en chaleur, si on peut dire ça comme ça. Alors, voici la différence entre une spirométrie faite lentement, au calme, et une spirométrie faite de façon dynamique, une spirométrie forcée. Si on la représente sur une courbe volume en fonction du temps, vous voyez tout simplement, on a étiré notre courbe. D'accord? Alors, qu'est-ce que le VEMS? Est-ce que c'est un débit? Donc non, le VEMS n'est pas un débit. C'est le volume expiré maximal à la première seconde. C'est un volume. D'accord? Donc, on le voit très bien ici. On a donc en ordonnée le volume ici, le temps en abscisse. Et si on s'intéresse au temps que le sujet met à expirer toute sa capacité vitale, et qu'on se focalise sur la première seconde début d'expiration, le volume qui a été expiré à la première seconde, pas en une seconde, même si ça revient un peu au même, c'est le VEMS. Alors pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que plus, quand vous faites la manœuvre, le patient aura pris de l'air, c'est-à-dire qu'il sera monté en haut de sa capacité vitale, plus il a des chances de vous donner un bon volume expiré à la première seconde. Donc, il y a une composante qui dépend de la préparation de la manœuvre et une composante qui va dépendre de la vitesse, bien évidemment, à laquelle il expire. Et la force du diaphragme, évidemment. Comment? Sa force de diaphragme. Alors, bien évidemment, si le diaphragme est fatigué, en général, il va y avoir un syndrome restrictif, mais pas toujours. Et effectivement, il y a certaines dysfonctions diaphragmatiques partielles ou unilatérales qui sont compensées par les muscles accessoires ou compensées par le diaphragme contralatéral, qui ne vont pas trop se voir en termes de capacité pulmonaire totale, mais effectivement, sur la capacité inspiratoire, on va s'apercevoir qu'ils n'arrivent pas à bien inspirer. Ils vont rattraper en vivant. Ma réflexion a été, on part du principe que dans la population générale, en bonne santé, tout le monde a à peu près la même force diaphragmatique pour expliquer ces termes en une minute, que la variable, c'est vraiment la prise d'air et pas la poussée diaphragmatique. On part respirer constant. Je suis assez d'accord. Après, ce qui va être important, c'est de relativiser, donc de faire le rapport de ce volume expiré par rapport au volume total qui a été pris. Et c'est ça qu'a dit M. Tifnos, c'est-à-dire que lui, il n'a pas défini le rapport qu'on appelle le rapport de Tifnos, on est les seuls à appeler comme ça en France. En fait, lui, il a simplement étudié la mobilisation des volumes lors d'un effort. Et il a vu que à l'effort, en fait, on allait mobiliser le volume courant dans la capacité vitale et tout sujet en bonne santé, quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, doit être capable de mobiliser au moins 75% de sa capacité vitale. Et on en a tiré, nous, le rapport de Tifno en disant que, ben voilà, le VEMS à une seconde, puisque quand on fait un effort, on respire plus vite, et donc les cycles respiratoires vont durer environ une seconde, un peu plus. Donc, en gros, que ce rapport du volume expiré à l'effort sur le volume total au repos doit être d'au moins 75%, donc 0,75 de la capacité vitale. Et partant de là, on va définir le syndrome en dessous. Donc, la première courbe que l'on trace en tournée spirométrie, c'est la courbe volume-temps. Et celle que vous allez rendre sur les rapports, souvent, ne va être que la fameuse boucle
débit-volume. On est d'accord? Alors là, je vais vous demander où est la première seconde. Il est où mon VEMS sur cette boucle débit-volume? Où se trouve le VEMS? On ne peut pas trop le dire, parce que nous n'avons pas de temps. Hein? Donc, le VEMS, il va occuper une seconde. Alors, si mon expiration a duré 10 secondes, il va être très proche, probablement, de l'origine. Mais si mon expiration a duré 2 secondes, mon VEMS, il va intégrer tout ce qui se passe après le pic. Bon, sur cette modélisation, le pic, j'avoue, il est un petit peu trop décalé sur la droite à mon goût. On aime bien qu'il soit un peu plus prématuré, un peu plus précoce. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi quand on regarde cette boucle débit-volume, c'est que la longueur ici entre le début de l'expiration et l'expiration totale, la longueur sur cet axe des X représente la capacité vitale. Hein? Alors au début, le patient va respirer à son volume courant, donc on va avoir des petites boucles comme ça, à s'étirer les unes sur les autres. Et puis on va lui demander de prendre beaucoup d'air, donc il va partir d'un niveau de volume qui est le bas de son volume courant, qui correspond à sa CRF. Donc il va partir d'un truc quelque part par là, il va inspirer, donc on va le voir se dessiner à l'écran, mais le logiciel ne va pas nous le rendre, puisque c'est une inspiration qui va partir de volume résiduel. Donc, c'est enregistré. Et puis, il arrive au maximum de ce qu'il peut inspirer. Donc, il est au niveau de sa capacité pulmonaire totale. Donc, le zéro que vous avez ici sur votre origine de la courbe que vous rendez correspond au niveau de capacité pulmonaire totale, les poumons sont faits à fond, et puis le patient va expirer jusqu'au volume résiduel. 4-5 cycles avant de faire une boucle débit-volume maximale ou Ça dépend un petit peu ça dépend du patient. Si on a quelqu'un qui vient de faire un footing, qui est un peu stressé, qui a parlé avant, effectivement, il est important de ce qu'on dit standardiser l'historique du volume respiratoire. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à faire du piégeage dynamique, c'est-à-dire quand ils respirent vite, quand ils font des efforts, ils expirent pas tout. Et donc, ils ont gardé de l'air en eux. Donc, pour être sûr d'être revenu à l'état d'équilibre, c'est-à-dire à la CRF, il faut déjà s'assurer que nos courbes de volume courant sont stables et reviennent à la ligne de base. Si on s'aperçoit qu'elle se décale vers le bas comme ça ou vers le haut, soit il y a un problème de zéro, soit il y a du piégeage, ou il était piégé et il se remet bien, et il y a quelque chose. Alors après, il y a des dispositifs qui font que par nature, ils ne sont pas tout à fait stables et peut-être qu'on n'aura jamais la ligne de zéro. Mais c'est bien de se poser cette question-là. Ensuite, quand on va réaliser cette boucle débit-volume, on va donc analyser les débits instantanés. Là, on est vraiment sur des débits en ordonnée qui correspondent à différents niveaux de vidange, en fait, de la capacité. On a les poumons pleins, on est à la capacité pulmonaire totale. Et puis, on va expirer. Et là, on va lui dire de le faire très vite. On explique au patient qu'on va mesurer une puissance. Ils comprennent qu'il doit engager sa motivation, mais aussi ses muscles abdominaux, mais aussi ses muscles intercostaux, et qu'il soit installé le plus confortable possible, qu'il n'ait pas la langue qui, en faisant le truc, vienne obturer l'embout, qu'il ne morde pas l'embout, qu'il n'y ait pas une position du cou, une imperfection du thorax qui fait que finalement il va impacter son résultat. Et donc on va faire cette mesure en puissance. Et on va avoir la première partie de la courbe qui va monter donc très vite et très fort, puisqu'on est au maximum
de l'expiration qui va nous donner le débit maximum, on va appeler le peak flow ou DEP, débit expiratoire des points, DBE, des points expiratoires. Et puis après, au fur et à mesure que l'expiration se prolonge, les débits vont diminuer. Au fur et à mesure que le volume expiré augmente. Au final, plus ça dure longtemps cette affaire, plus le chiffre rendu de capacité vitale va être grand. Alors ça, c'est très important. Parce que si un coup, ça dure 4 secondes, un coup, ça dure 10 secondes, ben, vous comprenez bien que la capacité vitale, on va appeler la capacité vitale forcée, puisqu'on en appelle forcée, la CVF. Cette valeur de capacité vitale, elle peut varier pour un même patient. S'il a été coaché un coup un peu vite, et puis une autre fois, jusqu'au maximum de son expiration. Alors ça va avoir des implications. Alors vous dites, bon, la capacité vitale, de toute façon, elle était normale. Alors qu'elle fasse 4 litres, 3 litres 5, 3 litres 2, de toute façon, c'est normal. Oui, et ça va impacter le rapport VEMS sur CV. Puisque c'est un rapport, plus la capacité vitale forcée va être élevée, plus le rapport va baisser pour une nouvelle valeur de VEMS. Donc, en d'autres termes, une épreuve qui est sous-maximale risque de surestimer le rapport VEMS sur CVF et passer à côté de sous-diagnostiquer une obstruction. Ça, c'est très important de l'avoir compris. C'est pourquoi les critères de qualité de réalisation de spirométrie sont tout à fait bien standardisés. Normalement, on ne doit pas avoir de doute. Certaines personnes ne peuvent pas faire autrement. Alors là, il va falloir utiliser des petites astuces pour essayer d'être plus positif. Autre chose que je voulais vous dire aussi sur cette courbe, c'est que donc là, c'est... Ça doit être là. Là. C'est que le haut, donc on est au début de pointe, et puis on a des points de repère. Vous avez 3 points de repère intermédiaires sur la courbe, qui, vous les connaissez? Vous avez l'EDEM. Vous avez comme ça, non? Alors c'est quoi l'EDEM? C'est du débit expiratoire. Alors, je ne sais pas si on dit moyen, ou enfin, il y a différents champs du temps. Alors, on monte. 25, moyen. Je vais vous apprendre un petit truc quand même. Alors, c'est pas en fonction du temps, bien que par votre fesse, ça vient en fonction du temps quand même. Non, c'est en fonction du volume. Ouais. C'est en fonction du volume expiré. Donc, là, c'est le débit de pointe. Ça, au milieu ici, c'est lorsqu'il ne reste plus que 50% de la CV dans les poumons. Donc, on est à 50% de la CV. Là, il ne reste plus que 25% de la CV. Et là, il reste encore 75% de la CV. Donc, vous avez le débit expiratoire maximal médian qui va prendre entre le DEM 75 et DEM 25 et qui va explorer cette partie du milieu. D'accord? Alors, certains ont essayé d'associer ça à l'exploration des petites voies aériennes, les plus distales. Alors, partons du principe que quand on souffle, on sort d'abord ce qu'il y a dans les positions trachées, et puis au fur et à mesure qu'on vide, on va vidanger les petites bouches. Mais en fonction de la cinétique et en fonction de comment se répartit la puissance de l'effort sur la durée de l'expiration, les petites bronches, elles peuvent commencer à 25 seulement, ou elles peuvent commencer à 50 et 75. Souvent, c'est compris dans le VEMS. 75, souvent, ça fait partie de la partie effort dépendante, parce que cette relation
on va l'identifier comme une zone dont la frontière n'est pas fixe pour tout le monde, mais une zone qui est dépendante de l'effort, qui va, dans tous les cas, englober le DEM 75, et une partie effort indépendante. Alors pourquoi c'est important? Parce que un sujet qui est obstructif, un asthmatique, qui est super sportif, qui est bien musclé, qui met bien les abdos et tout, il va tellement engager sur le débit de l'expiration qu'il va avoir un super débit de pointe. Il va avoir un super DEM 75. Il va sortir plein de volume sur la première seconde d'une expiration qui peut-être va durer 10 ou 12 secondes. Donc, il aura un super VEMS. Mais il aura beau mettre tout son cœur et toute sa motivation, il ne va pas pouvoir embellir les débits à bas volume. C'est-à-dire, il ne va pas pouvoir embellir son M50, il ne va pas pouvoir embellir son M25. Donc, chez ces gens-là, d'autant s'ils sont jeunes, c'est très important de regarder les DM50 et les DM25, parce que ça, c'est la partie effort indépendant. Ça ne dépend pas de leur musculature, ça va quand même être impacté, même s'ils masquent ça par une bonne coopération. D'accord? L'autre chose à comprendre aussi, c'est quelqu'un qui, au contraire, n'est pas très dynamique en début de manœuvre. Il ne va pas beaucoup freiner, comme on l'a dit tout à l'heure. Il ne va pas beaucoup freiner son expiration, parce qu'il n'est pas très dynamique en début de manœuvre. Et donc, ce qu'il n'aura pas donné au tout début, il aura tendance à le donner un petit peu après. Donc, on a des cours qui sont des fois un petit peu décalés, et ça a tendance à embellir le VEMS. C'est-à-dire que, on le voit très bien, l'exemple que je donne, c'est les transplantés pulmonaires. Quand ils arrivent, ils ont mal, ils sont noréales, cicatrices, etc. Et on fait la spirométrie de sortie d'hospitalisation. Et là, ils ont l'UMS sont pas terribles, mais par contre, rapport de type pneumonique. Et quand ils vont mieux, quand ils commencent à être dynamiques et à mobiliser plus de volume, à ce moment-là, on voit la courbe se creuser et on voit les rapports de type pneumo s'impacter et voir les VEMS diminuer aussi. Donc, un VEMS, même en valeur absolue, même sans tenir compte du rapport VEMS sur CP, peut être embelli par une manœuvre insuffisamment dynamique. Donc, l'allure typique de la belle courbe du sujet jeune, on va dire jusqu'à 30 ans et qui ne fume pas, c'est celle-là. C'est une courbe qui est légèrement convexe. Au labo, on a pas mal d'étudiants qui passent. Là, ils ont 20, je pense en troisième année, ils ont 25 ans. On le fait tous souffler. Si j'en ai un qui a une courbe comme ça, je lui fais un test de bronchodilatation. Une courbe rectiligne chez un sujet jeune doit nous faire se poser la question d'un frein expiratoire. On n'aura pas forcément un impact sur les chiffres. Peut-être on aura un impact sur les 2 MM, mais une courbe rectiligne chez un sujet jeune peut être le signe d'un frein expiratoire. S'il est symptomatique, s'il a un terrain, s'il y a une histoire, ça peut valoir le coup de faire une bronchodilatation. La belle courbe typique, c'est celle-là. Alors, bien évidemment, le sujet de 60 ans, qui est en pleine forme, qui n'a jamais fumé, etc., ou de 70 ans, il aura même une courbe légèrement cave. Parce qu'il y a le vieillissement physiologique de l'appareil respiratoire qui fait que on a une petite obstruction physiologique qui se met en place et qui n'est pas forcément pathologique. Donc, on ne va pas interpréter une spirométrie de la même façon chez un enfant, chez un adolescent, chez un adulte jeune, chez un adulte moins jeune et chez un sujet âgé. Et on regarde la courbe, c'est vraiment porteur d'information. On a donc évoqué différentes conditions
qui peuvent impacter la reproductibilité de la manœuvre, qui dépend de la coopération du patient, qui peut dépendre de l'opérateur, de sa façon de coacher. Ce pourquoi il y a des critères de qualité, et on verra après, des critères de reproductibilité. Alors, les critères de qualité, il existe des critères de qualité de début de manœuvre. Donc, les critères de début de manœuvre doivent montrer une expiration d'emblée maximale. Ça peut se calculer par ce qui est donné sur les rapports, comme VTX ou VBEX, qui s'appelle le volume rétro-extrapolé. En d'autres termes, si par exemple, ici, on prenait la tangente de la partie ici et au début inclinée de la courbe, elle se projetterait sur l'axe DX derrière ici, et le volume en négatif serait reporté ici. S'il fait s'il est supérieur à je crois que c'est 5% de la capacité vitale, c'est qu'on n'est pas monté assez vite. Donc, ce volume rétro-extrapolé, c'est pratique pour les études avec les critères, etc. Nous, à l'œil, il suffit de regarder l'allure de l'ascension de la courbe. Ici, c'est parfait. Ici, en plus de ne pas être parfait, on a un petit artefact de début de courbe. Ici, il y a eu des débits qui ont été un petit peu irréguliers. Il vous est peut-être arrivé, sur certaines courbes que vous avez faites, de remarquer que votre repère qui indique le débit de pointe est situé parfois après le DEN 75. Vous avez une courbe en double bosse où le pic arrive après le DEN 75. Ça va être compliqué d'interpréter. Quelquefois, ça démarre pas sur le zéro, ça démarre. Alors, peut-être que c'est aussi un biais de mesure parce que souvent, enfin par erreur probablement, mais moi je l'ai laissé ventiler tranquillement et je leur ai dit tu inspires et tu mets l'embout en bouche et tu expires dans la machine. Oui, mais ça c'est pas grave parce que en fait, c'est lors de la reprise inspiratoire après l'expiration. Ouais. En fait, l'inspiration qui a lieu avant, on ne la maîtrise pas parce qu'on part d'un certain niveau de CRF. Mais la reprise inspiratoire qu'il va faire après l'expiration totale, c'est elle qui va te permettre de caler la courbe. C'est correct, et même si ta courbe expiratoire démarre au-dessus du zéro, après si tu as une. C'est pas grave, parce que de toute façon, c'est artificiel cette construction à zéro. C'est le logiciel qui, une fois qu'il a fini, il recale tout et il nous met le zéro à zéro. Après, il nous met une courbe débit-volume qui a l'air saine. C'est lui qui le fait. Donc, ça, c'est pas très grave. Il y a même des logiciels qui ne font que l'expiration. Ils ne regardent même pas l'inspiration. Donc, ce qui est important, c'est le moment où va débuter l'expiration et puis ce qu'il va prendre en compte dans son thème. Donc, les critères de début de manœuvre doivent être d'emblée maximale. Et donc, la boucle, courbe débit-volume, elle doit commencer au point d'intersection des axes Y si on a le logiciel qui nous le montre comme ça. Le point maximum porte plusieurs noms, débit de pointe ou peak expiratory flow en anglais, ou peak flow. Et ensuite, ça va descendre soit en ligne droite, soit avec une petite concavité comme on l'a décrit tout à l'heure. Et donc le volume rétro-extrapolé, donc si on se projette ici, il doit être à moins de 5% de la totalité de la longueur ici qui correspond à la capacité vitale. Donc ici, on voit qu'on a une chute du débit de pointe qui est liée à une manœuvre qui n'a pas été d'emblée maximale. Et ici, c'est bien réalisé. Alors attention, ce sont des muscles striés squelettiques. C'est comme le réflexe pneumatique. Qu'est-ce qui se passe quand on étire un muscle? Il revient, il peut se contracter. Un défaut que je vois souvent, quand j'apprends aux internes à souffler au début, ils font inspirer le patient et ils le laissent trop longtemps là-haut, dans l'attente. Après, ce qui se passe, une fois qu'on a expandu la cage thoracique comme ça, il y a le recul élastique.
Donc déjà, la cage thoracique, elle veut absolument revenir à son point de départ. Les poumons ont été distendus, ils tirent, ils veulent revenir. Et donc, il va falloir qu'il use de la force du travail donc, musculaire thoracique totale pour se maintenir comme ça en expiration. Alors, il y a tout qui veut faire redescendre. Donc, si on ne profite pas de cet élan, donc, moi, j'aime bien leur dire aux patients, on prend de l'élan et on souffle fort. Il y a une dynamique. On gonfle et on souffle. On ne reste pas longtemps en haut. Sinon, on a perdu l'efficacité de cet élan. D'accord? Voilà. Il y a des critères de qualité des milieux de manœuvre qui sont évidents, qui sont les artefacts. Bien évidemment, si la personne est encombrée ou si elle a la langue au milieu qui fait que quand elle expire, ça fait un petit peu le drapeau, des oscillations. Il arrive aussi que le patient se débranche et se reconnecte ou des fois les embouts sont mal connectés et on peut avoir des pertes de flux. Bien évidemment, si on n'a pas un aspect régulier de la boucle, de la branche expiratoire, à ce moment-là, on ne va pas retenir cette courbe. Alors, chez certains patients, on ne peut rien. Certains ont une grosse luette, qui fait un peu flop-flop pendant l'expiration et qui nous donne des artefacts. Alors, l'important, et c'est dans les critères des recommandations, il ne faut pas avoir d'artefact pendant ce qui correspond à la première seconde. Donc, quand vous faites souffler votre patient, regardez bien votre courbe volume-temps. C'est là-dessus qu'on doit se focaliser parce qu'après, on ne l'a plus. Souvent, on ne l'a plus, notre spirogramme. Et puis, on a des critères de fin de manœuvre, et ça, c'est très important parce que c'est ça qui va nous donner la standardisation de la capacité vitale forcée. Vos logiciels, je pense, ils vous donnent un petit bip ou une petite lumière ou quelque chose, un signal pour vous dire que vous avez atteint les 6 secondes. Les 6 secondes, c'est au moins 6 secondes chez l'adulte. Mais ça ne veut pas dire que s'il peut en faire 10, on va l'arrêter à 6. Parce que s'il peut faire 10 secondes, si vous l'arrêtez à 6, peut-être qu'il est le tiers de sa capacité vitale. Donc, si le patient peut faire 10, et bien, la durée, c'est 10. Et ce sera 10 à chaque fois. D'accord? Donc, comment on sait qu'on est arrivé au bout? C'est qu'il y a le « et » ici, donc c'est au moins 6 secondes, et annulation du débit expiré. C'est-à-dire qu'il y a soit le plateau total, donc quand on regarde notre spirogramme, notre volume temps, on est arrivé en bas et ça fait un trait. Bien sûr, on est au plateau. Ou alors, il y a un débit qui est inférieur à 0,02 litres pendant au moins une seconde, qui montre qu'il y a plus. Certains patients, les grands emphysémateux obstructifs, on ne peut pas non plus les tenir éternellement. Eux, ils peuvent, ils ont de l'air habité, mais ils deviennent bleus, en pression, il y en a qui font des malaises, ça fait des manœuvres de Valsalva. Donc, chez certains sujets qui sont vraiment en surpression, il faut faire attention à ça. Si tous en fin d'expiration, on refait la boucle ou c'est pas dramatique, puisque bon, l'essentiel, on l'aura vu. S'il fait une expiration bien supérieure à 6 secondes et qu'il tousse à la fin, c'est pas catastrophique. Il y aura des petits artefacts à la fin, mais on va dire notre DEM 75, notre VMS, tout ça auront été correctement calculés. Et le volume de CVF, normalement, il devrait être bon. D'accord? Alors ici, on voit très bien qu'il aurait pu continuer à expirer, même sur la boucle. On voit le fait que ça chute brutalement, ça témoigne d'une interruption trop précoce. Malheureusement, c'est ce qu'on fait très souvent. J'ai vu. Oui. J'ai vu. Quasiment, mais... Voilà. Maintenant qu'on a vu les critères de qualité de début, de milieu et de fin de manœuvre, qu'est-ce qui fait qu'on va retenir une courbe ou pas et qu'on va réitérer les essais? Alors, on va définir les courbes exploitables et les courbes acceptables. Une courbe exploitable, c'est celle qui réunit au moins deux critères de qualité. Parce qu'en fonction du sujet, on ne peut pas toujours tout avoir.
la durée, la puissance, le pic au bon endroit, etc. Vous, si vous avez des sujets sains et sécrétés, normalement, oui. Mais quand on a des fibroses qui ventilent à 40 par minute au repos, c'est sûr que ça va être compliqué de leur demander de tenir 6 secondes d'expiration. Donc, il faut avoir au moins 2 critères de qualité. Et une courbe acceptable, c'est une courbe qui a tous les critères de qualité. Une fois qu'on arrive à obtenir ça, est-ce qu'on s'arrête dès qu'on en a une? Bien sûr, la réponse est non. Il faut les critères de reproductibilité. La reproductibilité, elle va se calculer et l'on voit si d'une courbe qualitative, déjà une qualitative, d'une courbe qualitative à une autre courbe qualitative, donc j'en ai obtenu au moins 2 bonnes, je vais les comparer quantitativement entre elles. Donc, sur le débit de pointe, normalement, il faut qu'il n'ait pas plus de 10% d'écart. Bon, ça va, 10% c'est quand même beaucoup. La capacité vitale forcée, pas plus de 150 millilitres d'écart entre les deux CVF. Donc, si un coup, il vous fait une CVF à 4 litres et après à 4,3, c'est trop. On va en faire une troisième pour voir si on arrive à obtenir aussi 4,3. Et en plus, il faut, en plus de ce critère sur la capacité vitale forcée, le même critère sur le VEMS, c'est-à-dire que les deux VEMS obtenus sur les courbes sélectionnées ne diffèrent pas plus de 150 millilitres d'écart. Et normalement, pour faire ce choix de prendre la meilleure, il faut en avoir 3, dont au moins 2 ne diffèrent pas entre elles de plus de. C'est le minimum. Ça peut prendre un certain temps, de spirométrie. Les recommandations nous disent que pour bien faire une spirométrie, il faut au moins 3 critères de qualité, au moins 3 courbes, minimum le maximum de critères de qualité. Et pour en obtenir 3, on ne va quand même pas y passer la journée, surtout que ça peut fatiguer les sujets, ça peut voire même leur provoquer un bronchospasme, à force d'inspirer, etc. Donc, on n'en fait pas plus que 8. Normalement, c'est minimum 3, maximum 8 pour obtenir au moins 2 courbes reproductives. Il faut savoir aussi que le sujet sain va perdre environ 25 millilitres par an annuel de VEMS à partir de 25 ans, en lien avec son vieillissement physiologique. Bien sûr, le sportif, c'était différent. On va passer à l'interprétation. Je ne vais pas vous refaire la définition de syndrome obstructif et restrictif. Ce n'est pas le sujet. J'ai vu que vous étiez en norme GLI pour la spirométrie. C'est bien. Les normes GLI ont été donc ajustées par rapport aux âges extrêmes de 3 à 95 ans. Et surtout, pour la période de l'adolescence, elles tiennent compte de la dysmorphie relative, c'est-à-dire de la croissance non harmonieuse entre la partie inférieure du corps et l'autonomie. C'est-à-dire que avant cela, la croissance elle est relativement linéaire et harmonieuse pour les deux. Et à l'adolescence, il y a une poussée de croissance des jambes, mais pas du thorax. Donc en fait, il y a une chute, biologique. Et après, ça remonte. Et les anciennes normes ne tenaient pas compte de ça. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le même patient, en norme CK93, les anciennes normes, sur les DEMM 25-75, il va être souvent, sur le même chiffre de débit, il va être classé 55-60% sur les anciennes normes. Et le même souffle, en norme GLI, on va être à 110%. Ça veut dire quoi? C'est que la technique a été mieux maîtrisée lorsqu'ils ont établi les normes GLI. La sélection des centres, les appareillages, et donc les critères de qualité retenus pour prendre en compte les courbes à partir desquelles les normes ont été mieux maîtrisées. Et donc on s'aperçoit que les deux MM
sont plus élevés qu'on ne croyait avec les anciennes normes. Ça veut dire que quand vous avez un patient qui a des DMM diminués en normes GLI, c'est qu'ils sont probablement vraiment diminués. Autant avec les anciennes normes, tout le monde avait des DMM diminués, autant avec les nouvelles normes, ça devient rare. Ouais, on a changé, hein, et c'est vrai que moi je suis un peu surpris et je ne comprenais pas, j'étais même quelquefois 140, 180%. Ouais. C'est normal. Oui, on le voit beaucoup sur les DMM. Et c'est vrai qu'anciennement, on était un peu emmerdés parce que nos grilles, enfin nos recommandations pour la pratique de la plongée, souvent on était à la limite et on se disait toujours, de toute façon, des EMM, c'est un peu comme le français qui est remis en question au niveau international. On oublie un peu, mais d'un autre côté, pour nous, les résistances, c'était quand même un critère important des brouillages. Oui. Donc, alors, bien évidemment, les normes, non seulement elles ont mieux été faites d'un point de vue de l'échantillon qui a plus de millions de gens, elles ont été mieux faites aussi par rapport au traitement statistique qui a pris en compte les Z-scores et des choses plus adaptées. Et ils ont pris en compte également l'évolution de la population qui ce que je voulais dire, hein. Ah oui, l'évolution de la population qui a compris quand même par rapport aux années 60 sur lesquelles étaient établies les normes CK 93. Donc, on a quand même bien démontré que dans l'Europe industrialisée, on va dire, développée, les gens ont grandi et les thorax également se sont développés. Donc, il y a des études avec des scanners 3D qui ont utilisé 85 points de mesure sur la base de 12 000 sujets de 5 à 70 ans qui permis de réétablir les nouvelles mensurations. Et donc, en 100 ans, les normes ont bien changé. L'homme a pris environ... Hein? L'homme aurait pris 11 cm et la femme 8 cm, dont 5,5 cm et 2,1 depuis les années 70, qui était environ la période d'élaboration des normes CK 93. Vous prenez en considération aussi le poids? Alors, le poids, quand on prend du poids, on n'est pas censé prendre des alvéoles. Donc, c'est ça le message. On va prendre de la masse musculaire. On va peut-être prendre de la masse osseuse si il y a des gens qui le taux font un sport qui fait que densifie leur poids squelette. Je ne sais pas si ça marche comme ça. Mais le poids, on l'enregistre bien sûr parce qu'il peut avoir un retentissement en termes d'interprétation. Quelqu'un de rachitique ou quelqu'un de dénutri ou quelqu'un, un grand obèse, on se dit que si on a des anomalies sur les EFR, ça peut être lié à ça. Mais en soi, le poids ne rentre pas en compte. C'est seul l'âge, la taille et le sexe. Et dans les normes de vie, l'ethnie. Alors, le problème de la France, c'est que si je me souviens bien, on avait donné 35 000 spirométries qui n'ont pas pu être exploitées puisqu'on n'avait pas renseigné les pays. Et donc, seuls les pays qui avaient renseigné les pays ont pu être inclus dans la grande base de données qui a permis d'établir des normes. Donc, il y a des facteurs de correction qui ont été introduits dans ces normes. Donc, les Sud-Asiatiques, les Hispaniques et les Afriques noires. Par contre, les Noirs américains, vraisemblablement, ne sont pas très différents des Caucasiens en termes de normes, s'ils sont en deuxième génération. Et pour ce qui nous concerne, en France, les pays du Maghreb, l'Europe de l'Est, etc., tout le monde est sur les normes caucasiennes.
Ça c'est validé. Alors, on préconise quand même que chaque pays, en particulier les pays d'Afrique individuellement, parce que l'Afrique c'est un peu global, hein, il y a des tout petits, il y a des très grands, il y en a des moins fins, il y en a des plus larges, que chaque pays revalide ses propres normes, et nous on les a revalidées en France vis-à-vis donc de différentes tranches d'âge, sujets âgés, sujets standards, etc. Donc elles sont tout à fait applicables et mieux que les autres, en particulier sur le sujet âgé. Et donc là, les recommandations, je crois qu'elles sont sorties cette année d'une information pour dire bon, ce serait même passé vite quand même. Hein. En France aussi, on a été un des derniers. Alors quand j'ai les Pays-Bas, ils font beaucoup avec les Allemands, donc eux, ils ont été pionniers. Parce que bien sûr, c'est Kanjar qui a sorti les normes de vie, c'est lui qui avait sorti les premières normes, qui a sorti les LCO, enfin c'est toujours lui qui est à la base de tout ça. Alors le problème qu'on a, nous, c'est que par exemple, les normes de plétismographie ne sont pas tout à fait encore validées. Elles sont sorties assez tard. Et donc, quand sur un même rapport, puis en fonction des machines, on n'a pas la formule qui permet d'incrémenter. Et donc, des fois, sur le rapport, on a la spirométrie et la plétismographie. Et donc, la même CV, sur un bloc, elle va sortir à 100%, et sur le bloc, elle va sortir à 80%. Pourquoi? Mais en gros, c'est parce que ce n'est pas les mêmes normes qui sont utilisées. Donc ça, il faut prendre les consciences, surtout pour les valeurs un peu limites. On peut être à 82% sur la CV en norme de vie, et puis en fait, on est à 78%. Alors on est esthétique et pas esthétique. Et donc, c'est là-dessus aussi que je vais attirer votre attention, c'est les bases de l'interprétation. Ce n'est pas en fonction des pourcentages dans les recommandations. Le pourcentage, il va nous aider à quantifier le déficit, mais ce n'est pas lui qui va nous l'affirmer en soi. C'est les lignes supérieures ou les lignes inférieures. Alors, qu'est-ce qu'on calcule à partir du débit volume? Voilà, tout ce qu'on a dit. On peut aussi s'intéresser à l'inspiration, qui va nous donner le débit inspiratoire médian. C'est comme le DEM 50, mais ce sera le DIM 50. C'est le débit instantané en phase de l'expiration de l'autre côté. Et du coup, on pourra calculer le rapport débit inspiré sur débit expiré sur la partie donc 50%. Et on peut, en fonction de l'évolution de ce quotient, mettre en évidence une gêne à l'inspiration qui est le témoin d'une obstruction sur les voies hautes trachéales, granulome, compression par un goitre, compression tumorale, médiastinale, des choses comme ça. Alors bien sûr, il faut que cette anomalie s'accompagne d'une anomalie visible sur la peau et qu'elle soit reproductible sur plusieurs peaux. Donc ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La partie effort dépendant qui correspond à peu près à la zone en vert. Là, on n'a que la partie expirée qui est représentée. Attention aussi, les anglo-saxons, c'est inversé. C'est-à-dire que nous, le DEM 75 en France, ça veut dire qu'il reste 75% de la CV. Et les Anglais, c'est on a expiré 75% de la CV. Donc, le DEM 25 et le DEM 75 sont inversés selon si on est sur une présentation à l'anglaise ou à la française. Alors, c'est facile de le repérer, il suffit de regarder les chiffres. S'il y a un débit instantané qui est à 6 litres secondes et un autre à 1 litre seconde, ben on sait lequel est lequel. C'est à peu près l'ordre de grandeur. Est-ce que c'est très grossier de ne faire que le moyen de DEM 25-75? Non, mais ça revient à regarder tout à fait. C'est avec les yeux, ça, en fait. En gros. Après, ça va être utile si tu fais un bronchodilatateur et que tu as l'impression que la courbe va changer d'allure et que tu veux le vérifier si c'est significatif. Alors, c'est sûr que si tu as pris 50% de DEM, c'est que vraisemblablement tu as ouvert quelque chose. Donc, dans le syndrome obstructif, on va avoir normalement deux choses qui vont se voir. C'est qu'il met plus de temps à expirer, donc on va avoir un temps expiratoire qui va être allongé. Et
un impact à tous les niveaux de volume, depuis le tout début de l'expiration, si c'est une obstruction vraiment patente, jusqu'au bout. Donc, on va avoir cette fameuse concavité caractéristique de l'obstruction. Alors, on va interpréter nos valeurs de CV et de VMS en fonction de la limite inférieure de la norme. La limite. Donc, elle est définie dans les normes CK, je crois que c'était moins de BS, mais dans les normes GRI, c'est en fonction du Z-score. C'est 1,25 Z-score. Ce qui tient compte des variations de la population en fonction de l'âge et de la non-linéarité. Donc, on interprète par rapport à la limite inférieure. Alors ça, c'est utile quand on a des gens d'un certain âge parce que on peut avoir un sujet qui a 82% des normes, mais qui finalement est en dessous de la limite inférieure de la normale, et un sujet, inversement, qui est à 78 ou 76% des normes, mais qui est entre la limite 1 et la moyenne, mais du bon côté. La moyenne, c'est la moyenne. Et quand on est sur des tailles extrêmes, la petite personne, petit thorax, le petit gabarit, un peu fluet, vous savez, il y a des gens, ils ont des thorax, antéro-postérieur ou même sur les côtés, ou au contraire, les gens qui ont des thorax relativement globuleux. Donc, on le voit au morphotype. Et donc, ça, des fois, quand vous avez des spirométries avec des chiffres pathologiques, regardez le patient, vous voyez si anatomiquement il est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude. Et voilà, ça aide un peu à composer le nombre de syndromes restrictifs qu'on a envoyés et qui ont été guéris tout simplement par. C'est bon, on arrête de se prendre la tête avec le pourcentage de la moyenne. Hein? Surtout si on a en plus une composante technique, plus un morphotype particulier, plus une histoire de taille. Voilà. Donc ça, c'est... Est-ce que le test au bronchodilatateur fait partie de notre étape débrouillage? On part d'un principe que dès qu'on a une courbe un peu pathologique, il faut mieux faire une spirométrie dans de bonnes conditions avec un test de... C'est pas de réversibilité ici. Oui, si vous avez la possibilité de l'adresser à quelqu'un, oui, je pense que... Après, si tu tombes sur un truc complètement inattendu et que ça t'inquiète et que tu n'as pas le temps de te dire il va falloir qu'il y a 2 mois à trouver un truc qui va faire un spiro, ouais, ça serait peut-être ponctuellement. Des fois, on tombe sur des choses inattendues. Moi, je me souviens d'un jeune, il avait tout juste 18 ans, je pense, il voulait être incorporé pompier pro. Et il avait l'habitude de faire pompier volontaire. Et donc, il avait fait déjà des spiros de débrouillage à Toulon, et il avait trouvé une obstruction. Donc, il a dû se dire, un salle, je crois, qui s'appelle, elle a dû se dire, oh, bon, peut-être que je ne sais pas bien soucier, je ne sais pas, allez, j'envoie alors, bien, il fait une discipline complétée, donc il tombe sur une obstruction. Et l'interrogatoire, ah non, tout va bien, oui, je fais pompier volontaire, je monte, je fais ci, je fais là, pas gêné, pas disponible. Attention, quand même. Est-ce qu'il y a un fait compression du thorax? Des fois, il y a des gens qui mettent tellement de puissance qu'ils collabent un petit peu leur voie aérienne, et ça peut donner un aspect d'obstruction. Donc, des fois, il faut savoir refaire là sur le on a un peu moins de puissance pour voir si cet aspect disparaît. Et du coup, je me dis que je vais quand même lui faire un test. Alors, je fais le test de BD, il ne se passe pas grand-chose de mieux. Et donc, je me dis, je vais lui faire un test de convocation avec la côté, on a rien. Et il arrive, il avait les yeux comme ça, rouges, le nez gonflé, etc. Mais je me dis, il arrive, quoi, s'il m'arrive, rien, ça va. Je dis, non, mais vos yeux, ah, mais ça, c'est des allergies. Ah bon, c'est des allergies? Je me fais souffler, il avait encore diminué. Là, j'avais ma variabilité. Je n'ai pas fait le. Après, je lui ai dit là, en pompier, ça fait des feux, des toxiques, voilà.
dirigé vers une carrière de SAMU que vers les pompiers. Donc voilà, donc des fois on a des surprises, surtout chez les jeunes adultes, les adolescents, il y a une espèce de déni un peu où je passe. Il y a des gens qui ne perçoivent pas aussi, des non-percepteurs chez les asthmatiques, ceux qui nous inquiètent le plus, parce que comme ils ne sont pas venir le truc, bah, du coup ils ne seraient pas, ils ne s'inquiètent pas, ils ne sont pas suivre, et c'est là qu'ils arrivent. Donc là aujourd'hui on les phénotype comme ça, les non-percepteurs. Alors, les pièges de la spirométrie, ben, on les a tous un petit peu évoqués. Comment faire une comparaison avant-après si on a des temps d'expiration différents? Est-ce qu'il a mieux soufflé après ou est-ce qu'il y a une réelle réversibilité? Ça, c'est ce qui me pose le plus de problèmes personnellement quand je vois du pré-poste, dans le temps ou après la revitalisation. Des fois, je vois des chiffres vraiment qui sont différents. Mais la courbe, ça a l'air d'être à peu près la même. La même en un peu plus grand. Est-ce qu'il n'a pas mieux soufflé? Donc là, je m'interroge, est-ce que ça vous a fait du bien, le traitement, ou est-ce que non, moi c'est pareil, j'ai mieux compris, etc. Donc ça, c'est un gros piège, d'interpréter une réversibilité sur une première spiro qui a été faite peut-être un peu vite parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'il était stressé, parce qu'il n'avait pas bien compris, etc. Puis après, on attend 10 minutes minimum le temps d'efficacité de la ventoline. Pendant ces 10 minutes, il a le temps de maturer un petit peu sa technique, et quand il ressouffle, c'est bon. Donc ça aussi, il faut savoir mettre de côté, passer à quelqu'un d'autre, et puis refaire. Donc ça, les temps d'expiration différents, ça peut être un gros piège. L'effort sous-maximal, on en a parlé, qui risque de surestimer le VMS, et une expiration écourtée qui va sous-estimer la CV-pensée, et donc surestimer le rapport VMS sur CV forces. Alors du coup, là, j'avais mis juste un petit exemple. Elle a 27 ans, elle fait 113 kilos, elle tousse et elle est essoufflée à l'effort en contexte d'obésité et de rhinite d'allure allergique. Donc la question c'est est-ce que sa spirométrie est normale? Est-ce que j'arrive à repérer toutes les informations dont j'ai besoin sur le graphe et sur le tableau? Et donc, quel examen complémentaire peut être demandé? Donc, quand on interprète une spirométrie, on regarde toujours si on ne s'est pas trompé donc de taille, si tout est bien cohérent, ça nous arrive régulièrement quand c'est trop. À la fin de la journée, les hommes deviennent des femmes, on se trompe du poids, enfin du poids c'est pas très grave, mais les tailles, ça peut être important. Donc des enfants qu'on revoit 5 ans après, on est obligé de corriger la taille. Ça va être léger. On regarde la qualité de notre cours. Donc normalement, elles sont à peu près, enfin, les nôtres elles sortent comme ça, mais je pense que c'est assez souvent comme ça. Vous avez donc votre boucle débit-volume avec donc, les débits en ordonnée, les volumes en abscisse. Et vous avez le premier test avec un petit repère colorimétrique, en général il est bleu, et puis après rouge, et puis des petits symboles, donc les carrés, les triangles pour le deuxième test par exemple. Et vous avez le profil de la théorique. Donc, le profil de la théorique moyenne, qui va être la ligne pleine rectiligne qui est derrière. Donc, vous voyez où se situe votre boucle par rapport à la théorique. On est un petit peu en dessous, mais on n'est pas loin. D'accord on a le volume courant qui se superpose là. D'accord. Et on a donc, on repère qu'on a tous nos DEM et des petites pointes qui sont bons endroits. Donc, on a nos DEP qui est bien le premier. Le DEL 75, il est tombé un peu dans un creux. Le DEL 50, donc, est bien situé. Ça commence à creuser un peu par là. Le DEL 25 est ici. Et le dernier point, c'est lui, celui qu'il a pris pour arrêter la valeur de CV forcée. Donc déjà, on remarque que la longueur de ma CV sur l'expiration, elle est un petit peu plus courte que la longueur de ma CV sur l'inspiration. Lors de la respiration, de la reprise inspiratoire, ça fait tout ça, et à l'expiration, c'est un peu plus court. Bon, là, c'est pas très important, cette différence. Mais chez certains patients, ça peut être plus important.
Alors, ça peut être lié au fait que le patient a une obstruction. Donc, s'il a une obstruction, l'obstruction va se démasquer en expiration et ça va, hop, c'est la main sur la table qui s'arrête avant, ça va empêcher d'aller aussi loin, alors qu'en inspiration, il va pouvoir tout bien prendre. Donc, une CV forcée plus courte que la reprise inspiratoire, ça peut être en soi un signe indirect d'obstruction ou d'une manœuvre trop courte. Donc, il va falloir trancher. J'ai fait rajouter, après la date de ce rapport-là, qui date de 2014, j'ai fait rajouter le temps d'expiration forcée. Parce que justement, on a compris, comme c'est important, d'être sûr qu'il a fait au moins 6 secondes, et surtout si on doit le comparer sur plusieurs souffles. Donc, normalement, il y a un TEF, temps d'expiration forcée, qui aurait pu apparaître dans le tableau, qui n'est pas présenté ici. Tous les rapports ne le montrent pas. On configure notre rapport comme on veut, en fait. Donc ici, vous avez la mesure. Par défaut, ça s'appelle la mesure 1 parce qu'on était censé pouvoir faire un bronchodilatateur qui se serait appelé post, une mesure 2. Donc il y en a qui s'appellent pré et post. Donc, ça veut dire pré-bronchodilatateur et post-bronchodilatateur. Une mesure 1 et une mesure 2. Et vous avez ici des théoriques supérieures, moyennes et inférieures, et le pourcentage par rapport à la moyenne. Donc, certains rapports ne vous montrent que la moyenne, certains rapports vous montrent la théorique inférieure plutôt de ce côté. Chacun en son rapport comme il veut ou comme il lui a configuré le commercial qui lui a installé la machine. Donc là, on voit que cette dame, elle a une capacité vitale forcée, ici, CBF, qui est à 3,67, qui est un petit peu en dessous du maximum qu'elle est capable de faire en CV, qui est de 3,77. Sans doute d'écart, c'est pas affolant, ça ne justifie pas de suspecter une solution. Cette valeur de capacité vitale, vous voyez qu'elle est entre la moyenne et la sup. Donc je suis content. Ça fait 105% de la moyenne. Ça veut dire qu'elle est descendue. Même si j'avais trouvé 120%, ça veut pas dire qu'elle est descendue si je suis entre la moyenne et la sup. La CV max, on est d'accord, donc elle a fait en fait une spirolence. D'accord, et après. Okay. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire des spirolantes sur vos appareils s'il y a un moment. Ça vaut le coup en termes de débrouillage parce que. Ouais. Chez les patients qui ont du mal à souffler, chez les patients dont la spirométrie forcée, on donne une sévère un peu. En deuxième temps, quand on a une sévère qui est. Dès que tu vois que ça foire un peu, tu la reprends en premier temps, quoi, on va dire. Parce que en plus, le fait de faire une CV lente, c'est un muscle. Enfin, ce sont des muscles. Donc, on va avoir un certain volume sur la première inspire, maximum. Et ensuite, ça va être de plus en plus grand. Et puis, on va gagner du volume. Et on peut gagner 600, 700 millilitres à répéter les sévérantes comme ça. Une fois qu'on a stabilisé le gain, on se dit, ben voilà, ça sera normal. Et en faire qu'une comme ça, on va toujours un peu en dessous. Bon, vous, c'est pas trop votre problème, parce que vous avez des bronchites. Mais voilà. Alors, elle a un volume de réserve expiratoire entre la base du volume courant et le minimum, qui est un petit peu diminué. Alors ça, on le voit souvent chez les sujets qui ont des gros ventres, des sujets obèses, puisqu'ils ont une CRF plus proche de leur volume résiduel. La CV forcée, on en a parlé, elle est très bonne. Le VEMS, il fait 3 litres. Il y a 97% de la moyenne et il est donc, ben voilà, sur la moyenne. Et par rapport à sa CV, donc on peut le présenter en fonction de sa courante CV ou en fonction de sa CV forcée, sachant que les recommandations pour le syndrome obstructif, c'est VLS ou CV forcé. Pourquoi? Parce que dans la grande majorité des cas, les gens ils ont plus de forcé aux États-Unis pour ça. En dépistage, c'est les kinés qui le font, c'est pas les médecins, donc c'est histoire d'avoir le plus de data possible et le plus standardisé possible, il résonne sur la CV forcée. Alors pour nous, ça peut être sensibilisant de travailler sur la CV max, parce que vous l'avez compris, en cas d'obstruction, la CV forcée peut diminuer.
Donc, si le VMS baisse et que la CV forcée baisse, le rapport va se maintenir. Donc, on peut ne pas voir sur le rapport un abaissement. Alors, on va le voir à l'allure de la courbe avec un peu d'hectare, on aura un peu les VMM, mais tout simplement en regardant le VMS sur CV masse, peut-être déjà on va avoir un petit rapport qui va nous conforter dans le fait que ce qu'on voit sur les VMM, c'est peut-être pareil. Je peux comprendre. Ouais. Du coup, ça, c'est la moyenne entre tous, enfin, c'est le médian de tout ça, et ça, c'est les points individuels. Donc là, on va être sur les anciennes normes, donc, ou pas, je ne sais pas. Alors, on voit que ça creuse un petit peu en bas. Bon, comme ça, c'est pas, je ne vais pas me jeter sur un test à la métabolie en dépistage chez quelqu'un qui se plaint bien. Bon, elle se plaint. Donc, du coup, elle va avoir droit à un examen complémentaire. On voit que son débit de pointe était correct. Il était à 86% de crédit. Elle a essayé, oui. Mais laisse-moi être un complémentaire, peut-être juste parce qu'elle se plaint. Non, elle a besoin de pour ça. Oui, mais elle a une rhinite allergique, elle se plaint d'être essoufflée. Et ça a tendance à s'aggraver. Et comme on est dans l'enquête allergologique, de toute façon, on va s'intéresser à la relation des bronches et on va lui faire un test de provocation par la métacoline, qui chez elle était nettement positif. Et donc, c'est intéressant de voir comment se modifie la courbe. Donc, vous voyez, la courbe sous provocation, elle a cristallisé en large. Et elle a presque un profil qu'on pourrait qualifier de restrictif, parce qu'il y a tout à diminuer. Et ce n'est pas tant creusé que ça, que globalement diminué. Bon, il n'y a pas une réversibilité d'entrée. Parce qu'on était déjà, non, mais on était déjà sur des valeurs hautes, et la probabilité qu'on gagne 20% ou 12% est faible. En sachant que tout un chacun, on a toujours une petite part de dilatation pharmacologique. Donc, on aurait gagné peut-être un pourcentage qui ne nous aurait pas permis de conclure. Si elle était partie de valeurs basses, oui, mais de valeurs hautes comme elle avait, ça n'aurait probablement pas été contributif. Bon, ici, la question ne se pose pas. On voit bien l'allure de la courbe. Il a 71 ans, il n'est pas gros, il fait 1m68. Il a fumé depuis l'âge. Il ne fume plus depuis 50 ans, donc c'est 20 ans qu'il ne fume plus, mais il a quand même 40 paquets à l'année d'imprégnation. Donc, est-ce que notre spirométrie est acceptable? Alors là, vous avez la mesure 1 et le bronchodilatateur qui sont superposés. Vous avez les volumes courants qui sont superposés. Vous avez les inspirations qui sont superposées. Il commence à y avoir beaucoup de choses. Donc, on va se focaliser sur l'expiration. On a l'impression que ça débute précocement, que le pic est bien placé, bien pointu, donc on a un bon effort qui est bien dynamique. On n'a pas d'artefact du tout d'interruption sur les expirations et ça a l'air d'avoir duré un certain temps, peut-être pas tout à fait la même durée entre les deux moments, ça je ne le sais pas. Je vois juste que le volume la deuxième fois était un peu différent de la première fois. Sur la CD forcée, il était plus grand, donc de 50 versus de 0,9. Donc on a gagné un petit peu en CV forcé. Il a gagné 400 millilitres. Donc qu'est-ce qu'il a gagné sur le BEMS? Il a gagné, il est passé de 0,81 à 0, donc 94, ce qui fait 130 millilitres de gain. Alors, normalement, c'est, vous avez appris 200 millilitres et 12%. Là, on n'y est pas. Les 200 millilitres et 12%, c'est vrai quand on a des EMS déjà significatifs. Là, on est à moins de 1 litre. Donc, quand on est à moins de 1 litre, 10%, ça suffit pour assigner une réversibilité. Vous voyez que chez lui, tout est impacté. Le profil de la théorique il est en haut et le débit de pointe, bien qu'il est très bien fait,
est très diminué, il est à 2,6 litres seconde. Donc, pour appuyer ce que j'ai dit sur le VMS, vous voyez bien que le VMS, il est exprimé en litres et pas en litres par seconde. C'est bien un volume. Les litres par seconde, c'est les VMS. Ce sont des débits instantanés. Alors, bien sûr, quand le VMS est effondré, derrière, le petit bronze, je n'ai même pas la peine de le regarder. Si c'est bloqué dès le début, ça va être bloqué partout. De la même façon, dans un syndrome restrictif, si on ne prend pas beaucoup de volume, il ne faut pas espérer avoir beaucoup de débit. Alors, ici, la spirométrie est acceptable. Probablement, oui. Pas d'artefact, une belle courbe bien harmonieuse, bien positionnée. Et après, pour conclure définitivement, il faudrait que je connaisse le temps expiratoire. Je l'ai peut-être ici, non. On va faire confiance à la personne qui m'a rendu le rapport. Et il faudrait aussi qu'elle soit reproductible, censée avoir sélectionné cette courbe comme étant la meilleure parmi plusieurs acceptables et reproductibles. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, donc il a 27 ans, c'est un homme, 1m74, 76 kg, et on trouve une CV à 3,35 litres avec une CV forcée à 3,30 litres, à peu près pareil. Un VEMS à 2,6 pour une théorique inférieure à 3,37, très en dessous. Ça représente 61%. Pour autant, le VEMS sur CV est élevé, 79% sur le CV. Les petites bronches sont toutes visiblement freinées puisque les débits médians sont diminués. Et le débit de pointe, il est plutôt bon. C'est quelqu'un qui a quand même fait un effort significatif. 8 litres, on est au-dessus de la théorique inférieure alors que le reste est impacté. Donc là, je n'ai pas de les discographies. Est-ce qu'il est restrictif? Parce que là, typiquement, baisse de tous les volumes de façon harmonieuse avec un VEMS ou CV normal, ça veut dire syndrome restrictif. Je regarde ma courbe, je ne sais pas. Moi, à 27 ans, une courbe comme ça ne me plaît pas. J'ai envie de faire un montage de la tête. Parce que quand ils sont bloqués, les asthmatiques, ben, ils se comportent un peu comme des restrictifs. Ils ne font plus leur volume. Pour la raison que j'ai dit. Ils ne rendent plus leur CV, ils embellissent leur ELS sur CV. Donc, j'ai une question de débit de pointe. Ouais. Finalement, parce qu'à chaque fois, on interprète avec le CVF, le TIFNO et les résistances. Qu'est-ce qu'apporte le débit de pointe en plus en interprétation? Entre les autres critères. Il va nous donner l'intensité de la coopération. D'accord, c'est plus efficacité. Efficacité. D'accord. Ouais, voilà, c'est tout. Okay. Après, le Big Flow, vu que c'était un petit appareil qui mesurait que ça, c'était pratique de suivre la statique sur leur débit de pointe, parce que bon, en principe, bien et qu'il se connaît, etc. Mais pour nous, pour l'interprétation, c'est surtout l'engagement de l'effort. Dans le syndrome restrictif, ce qui va être typique, c'est qu'on va avoir une boucle débit-volume ronde et souvent un rapport VEMS sur CV supérieur à 80%. Alors, soit c'est une vraie restriction, soit c'est un défaut de coopération ou un défaut de maximalité. Quand les externes se font tromper entre eux, ils ont tous un syndrome restrictif. On ne va pas se tenir pour autant. Ils réapprennent à faire souffler, et après, quand ils s'extériorisent un peu et qu'ils arrivent à bien motiver leurs collègues, ils arrivent à faire des cours de normal. Alors, effectivement, il y a les syndromes mixtes où on va avoir peut-être un petit peu ce qu'il y avait d'autre. Un syndrome restrictif, mais une courbe qui n'est pas complexe. Alors, un petit quiz pour finir. Maintenant, je pense que vous allez tout bien répondre. Combien d'essais acceptables doivent être effectués pour la spirométrie? Moins 3. 3.
Les instructions suivantes encouragent le patient à réussir les critères de fin de manœuvre. Fin de manœuvre. 6 secondes. Comment? Il faut le plus longtemps possible. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que pendant 6 secondes, il faudrait le dire pendant au moins 10 secondes. Quelles sont les bonnes instructions à fournir aux patients afin qu'ils n'hésitent pas et parviennent à réussir les critères de début de manœuvre? Alors, c'est plutôt l'avant-dernière, la troisième. Expirer plus fortement au début de la manœuvre. Parce que finalement, des fois, ils s'inspirent pas si profondément que ça, mais ils arrivent bien à expirer. D'ailleurs, il y a des personnes, le fait de trop vouloir inspirer grand, ça va les bloquer, ça va déclencher une douleur chez les patients. Alors, il faut savoir aussi, ça je ne l'ai pas dit, si vous apercevez que gonfler d'abord et souffler après, ça ne marche pas bien, ben vous faites l'inverse, hein. Vous faites vider, puis gonfler, puis souffler. Surtout si on est sur une instruction de base, ça peut être bien d'avoir vider. Combien d'essais maximum sont recommandés avant de décider de cesser l'exploration? Quels sont les paramètres nécessaires pour calculer les valeurs normales prédites avant d'effectuer une EFR? Âge, taille, sexe. En général, le quiz, je le fais au début. C'est bien de le faire à la fin, finalement. La vérification de la calibration d'un spiomètre à turbine avec embout jetable est effectuée. Aucune de ces propositions, ça ne s'étalonne pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas dériver. La pyrométrie doit être effectuée, ah oui, là on a pas dit. En position assise avec une flexion du tronc vers l'avant, en position assise avec les pieds à plat au sol, en position debout, la tête légèrement penchée vers l'avant. Debout. J'espère. Non? C'est vrai? Assis et pieds à plat. Et ça change des choses. Wow. Les pieds à plat, c'est important. Parce que. Les faire souffler comme des tarés debout pour vraiment prendre une parce que les abdominaux, certainement que la mise en jeu des muscles de la cage thoracique, quand tu es debout, ils sont partiellement recrutés pour le tonus, c'est pas forcément. Il y a une partie qui est engagée sur la statique et pas sur le souffle. Et les pieds à plat, ouais. Et là, je l'ai vu sur un patient où l'infirmière disait faire souffler tout ça. Et donc, il avait fait quelques souffles où c'était plutôt pas mal. J'ai essayé de refaire pour être productif. D'un coup, ça changeait. Là, je le regarde, il avait changé sa position. Mais les pieds à plat et tout. Bien mis les pieds à plat, on a réajusté un petit peu la hauteur. Et là, du coup, on a eu une belle figure bien faite, etc. C'est idiot, mais c'est comme ça. L'encouragement lors de la manœuvre spirométrique peut donc augmenter la capacité vitale de. Ah ouais. C'est très important de bien coacher. Une courbe convexe peut être le signe de quoi? Ou d'un effort insuffisant. Hein, c'est une fausse restriction. Les aspects de la courbe sont ici représentés, correspondent à. Ah non, je pense que non. Mais oui, un artefact de tout, ça va te donner des débits. Là, on est sur des liens. Ouais. Voilà. Eh ben, c'est bien que tu sois venu. Ça peut. Non, mais c'est bien parce que c'est. On va regarder les vidéos, ouais. Là, je l'ai sélectionné, je ne les ai pas regardé depuis. Sachant que tu es systématiquement debout,
quand j'en fais 2, voire 3, je trouve que c'est déjà beaucoup. Alors, C'est baby volume. ce qui est bien, c'est que vous avez cette relation-là, je pense que c'est la courbe volume-temps, puisque j'ai le temps ici. Ah, putain, c'est Donc, vous avez votre courbe volume-temps et, Et le je petit- crois qu'il n'y en a aucune zéro. qui va à 6 secondes. Ouais. Donc, pour moi, toutes vos spirométries, Je sais pas. c'est un peu compliqué. Les infirmiers, toi, on a fait un paquet, j'imagine. Tu tenais compte de 6 secondes avec ces actions? Ouais, normalement, il y a un Je l'ai fait debout et je l'ai fait debout et en plus, moi je leur demandais d'inspirer, de mettre l'embout et de souffler. Oui, mais bon, ça, à la limite, pourquoi pas. Du coup, ils bloquent leur Tu en as fait un peu ou pas? Et le temps de viser. Non. Du coup, il faudrait leur faire comment? Leur demander d'inspirer déjà. Ils inspirent à l'extérieur dans la. Ah ouais, Tu les fais mais du coup, ventiler t'as dans- l'expiration. En tout cas, il faut qu'ils s'entraînent avant. Parce que nous, on s'est rendu compte, enfin, moi, à chaque fois, si par exemple la courbe elle n'est pas très belle par rapport à la théorie, je leur demande de souffler, et à chaque fois, elle est moins bonne que celle qu'ils viennent de faire. C'est pas si mal. Ouais. Bah, ou alors, elle est déjà pas très bonne. Le point, c'est quoi au-dessus là? Bah, je ne sais pas. Ouais. C'est vrai que les 6 secondes, quand tu as dit ça, putain, je suis... nous on les fait, dès qu'on est proche en fait du zéro, on leur dit allez, tu réinspires parce qu'on a toujours peur d'avoir des artefacts. Ouais. Et, Donc là, je pense que la réinspiration, elle est là. Donc, c'est pour ça qu'on a ce petit décalage, ce qui correspond à nous au petit décalage qu'on a quand on l'a là. Donc ça, c'est de la mise en page. Donc, il y a celui-ci pour lequel j'ai dit que c'était douteux. Donc, clairement, au vu de ce qu'on a décrit, j'ai plus besoin de vous dire pourquoi c'est douteux. Sans regarder les chiffres, hein, elle est clairement convexe, concave, cette boucle. Et donc, alors il est grand, 1m90, 97 kg, il est né en 78. On a une CV forcée qui n'est pas non plus folle, hein, 110% de la théorie. Donc là, on n'a pas les mines, les valeurs, les bornes sup et ins. Donc il a 6,60 à fou pour sa taille et un EMS à 87. Donc ça lui fait un EMS sur CV à 62%. Donc là c'est sorti à 0,62. Donc c'est sorti. Hein. Quand on interprète le VMS sur CV, c'est pas de la théorique, hein, du 75. C'est le VMS sur CV. C'est même, c'est un pourcentage. Donc il y a 0,62. À 60%. et tu ne prends pas le pourcentage de la théorique. Donc, non, c'est le pourcentage. Oui. C'est le... D'accord. Ouais. Quand tu dis 80%, donc c'est. Donc, quand je dis 0,63 le pourcentage de la théorique. ouais. Bravo. Donc, voilà. Donc, ça, c'était lui. Et il y avait. Lui, pour bien comprendre, donc lui est très obstructif, c'est ça? Très, Et, moi, je ne sais pas. Lui, il a l'air obstructif, ouais. On est dans les. Non, et concrètement, ça veut dire enfin, Spiro. Vérifier la spiro, peut-être. Est-ce que ça vaut le coup de le faire revenir un mois plus tard et refaire là? Non, Ou bien, bah, comme tu veux, en fait. vous voyez, faire. Ouais, parce que du coup, si c'est ponctuel comme ça sur des patients comme ça, tu Ah, peux parce que juste, quelqu'un a 45 ans, donc c'est pas un allergique pour la mathématique connue qui ne connaît pas c'est en particulier. Non, Nous, typiquement, le sujet comme ça, on va lui faire un test de bronchodilatation. si on a parce que souvent, quand on a des courbes un peu limites comme ça, on regarde les courbes précédentes. Ouais, Si elles sont stables comme ça, sans symptomatologie, avec une grosse pratique, congé professionnel, sans signe clinique, on Ouais. voit quand même. c'est une petite obstruction. Après, voilà, faut le questionner, savoir s'il a tendance à faire des infections respiratoires ou pas, des bronchites, s'il a fait un épisode de pneumopathie. S'il y a quelque chose qui montre que les effets respiratoires travaillent, à 45 ans, on va peut-être faire une image.
Là, concrètement, hein, pour faire un peu affiner notre filière, toi, tu as vu pour ici, ils ont de quoi faire. Bah non, je vais te voir, Ouais. du coup. Je vais pas regarder. Et sinon, ça veut dire qu'on te l'envoie à Nord. Oui, alors, voilà, je la Timone. C'est les Là, on deux. peut se faire. Ouais. Bah, après, à la Timone, j'aurais pas le. Comment dire? J'aurais pas la main dessus, donc je ne saurais pas, vous avez envoyé un patient, etc. Mais après, si tu veux qu'on essaye un petit peu de travailler ensemble, tu peux les envoyer. Ouais, ce qui peut être intéressant, c'est une relecture. C'est ce qu'on fait avec Vincent Lafay, tu vois, sur les livres de CG. Ouais, exactement. Relecture, et puis éventuellement, tu peux dire ce qu'il faut faire. Quoi. Et puis éventuellement, envisager une petite matinée de formation, je sais pas, on peut envisager des trucs, si tu as toujours les mêmes personnes qui font souffler, tu peux les prendre, ils viennent, et on revoit la technique ensemble. Ça, c'est pour les plongeurs pro. Après, moi, ce qui nous intéresserait quand même aussi, c'est de voir l'impact de l'hyperoxie sur la fonction pulmonaire. On a des patients qui font une cinquantaine de séances. C'est vrai qu'on aimerait bien les mesurer avant, après ces protocoles longs, parce qu'on entend beaucoup de choses sur justement, on a des doses très élevées d'oxygène. Ça serait intéressant d'avoir après. Ouais. Et, dans la recherche d'un effet. Ouais, mais qui est très théorique, quoi. Mais qui excite en fait énormément les réanimateurs. Tu avais d'autres courbes Oui, juste une. Ouais. Voilà, bah lui, si c'est le temps, on est à 3 secondes et demie, vraiment c'est trop. Là, on voit très bien que c'est très prématuré, l'interruption. C'est quelqu'un qui aurait pu continuer peut-être jusque-là. Ouais. Malheureusement, c'est systématique. Ouais. Et en bout de 2-3 secondes, moi, parce que j'ai l'impression d'être quasiment arrivé à zéro. Donc on les voit en bout d'expiration. Tant qu'il y a du bruit dans la gorge. Ouais. Tant qu'il y a du bruit dans la gorge. Et donc, du coup, là, il est légèrement convexe sur la fin. Donc, il a peut-être le DEM 25 qui est un peu impacté. Mais pour le reste, il est tellement au-dessus. Alors, il faut faire attention. Ils sont tous au-dessus. Hein, ouais. Alors, il faut faire attention au niveau de la technique. Il ne faut pas non plus qu'il fasse un effet de gorge, comme on appelle. C'est-à-dire, quand il souffle, il faut vraiment que ce soit de l'autre ouvert. Il ne faut pas que ce soit cette espèce d'impact qui peut donner un débit de pointe un peu trop beau. Et ça ne reflète pas. Là, je ne sais pas s'il va pas faire ça. Le critère, là, ils mettent interprétation avec du rouge, de l'orange, du vert. Ouais. Ça te parle ou pas, cette partie? Parce que moi, je pense que c'est un critère de qualité. Il faut savoir ce qu'ils ont mis dans leur critère de qualité. Si c'est juste. Non, je trouve qu'il doit être par rapport aux chiffres qui sont bons, non? Tu crois pas? Interprétation, je ne sais pas. Ce qu'ils ont mis là-dedans, parce que du coup, vu que le temps, on n'y est pas. Alors, est-ce qu'il a mélangé plusieurs cours? Je ne sais pas. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est pour ça que je te disais, il faudrait peut-être qu'un jour, je vienne à une session avec toi, je vais en fasse souffler quelques-uns avec toi. Et théoriquement, critère qualité, on doit laisser les 3 courbes, parce que souvent, moi, je les passe. Ah non, il faudrait les laisser, comme ça, on voit la reproductivité. Bon, là, du coup, les chiffres sont bons, mais on est quand même, tu vois, sur les médians beaucoup plus bas que ce qu'il est capable de faire sur le reste. Donc, il y a peut-être quelque chose. Donc, est-ce que c'est un effet de surpression de la cage thoracique, parce que quand même sur des sportifs qui ont l'habitude de faire de la surconfiance, ça peut un peu compliqué. Il faut savoir leur demander de souffler différemment, notamment dans les bronches, ou pas. Mais bon, c'est surtout sur les critères de qualité. Un DEMM à 200%, ça ne t'inquiète pas. Oh, c'est peut-être un souffle qui a été un petit peu retardé, c'est peut-être une boucle, c'est un peu décalé. Qui a été peut-être moins maximal au début, du coup, tout ce qu'il n'a pas donné au début, il l'a donné après. Donc, tu auras peut-être un VEMS qui ne va peut-être pas être à 200%, tu vas faire tes VEMM à 200%. C'est une boucle qui peut-être va pas forcément qualité aussi. Dernière question, bouche systématiquement le nez, sachant que c'est les plongeurs, ils respirent tous par la bouche, ils trouvent souvent des agréables de boucher le nez ou ça peut.
Moi, si tu me demandes de faire une spiro, je ne mettrai pas le pince non plus, je vais respirer que par la bouche. Le pince-nez, si on a une courbe qui nous pose souci, ou on. Ouais, Parce si qu'il a- tu vois qu'il n'est pas capable de bien dissocier les deux. Parce que de toute façon, quand on est en puissance comme ça, c'est rare que tu parles papier. Après, les gens. Moi, la cour la plus difficile que j'ai eu à faire, on va dire, chez les sujets sains, c'était un médecin physiologiste. Il n'a jamais été capable de faire une spiro. Lui-même. Il s'est soufflé les autres. Hein. Incapable. Voilà, on regarde là, c'est comme ça. Hein. Des patates. Gorge, comment. Les effets de gorge, c'est piégeux. Stress. Ouais. Ouais. Tout ça, c'est. Ouais. Et à la limite, des fois, quand tu as le doute, tu peux te dire, même tout en étant sur le logiciel Spiro-Français, tu fais une CV lente. Tu dis, on fait à fond, idée à fond, et tu vois quelle est sa CV max de référence. Et après, tu verras sa CV référence. Parce qu'ils ne sont pas censés avoir une grande différence entre leur CVF et leur CV max. Donc, si la manœuvre dynamique est mal maîtrisée, ça va être intéressant de faire la manœuvre. Je sais pas ce qui c'est les max. Ah non, mais le cours et les chiffres, voilà. Moi, la seringue, j'en fais aussi. Je mets la seringue à la table du patient, ça fait des cours. Hein. Oui, c'est ça, mais est-ce que du coup, sur des cycles d'entraînement de base, non, sont bons. Disons, pour avoir une obstruction, il faudrait que tu sois vraiment couché pour voir quelque chose. Donc, juste en 2 minutes de vidéo, comme ça, et puis. Ouais, Hein, allez. Il est dans une autre pièce? il est juste là. Merci, merci mille fois. On va servir quelque chose là? C'est vrai que la spirométrie, Ah ouais, ouais. ça marche pas. On est vieux comme sujet.